Salut à tous, salut Toki. Toki, quoi de neuf ce Salut soir? Christophe, salut à tous. Quoi de neuf? Bah, on va changer un peu de créneau. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un GIF set. C'est cool. Ouais, On n'avait pas encore fait de exactement. GIF set, on compte le faire sur la chaîne. On va en faire plein concernant les GIF sets parce que c'est quelque chose qu'on aime bien. Et on va commencer par un des plus énigmatiques, si ce n'est rare, et surtout intéressant au niveau de sa distribution. De ce qu'on en comprend aujourd'hui, c'est un GIF set qui sort un peu du lot des autres, et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va parler du Battle for Eternia. Parmi les gifsets qu'on traitera, celui-là, il a vraiment une place à part. Et on s'est rendu compte en faisant l'émission, donc on pourra vous livrer alors déjà des visuels, parce que c'est vrai qu'il ne court pas les rues, même si vous devez le connaître si vous êtes tombé sur cette émission. Mais on a trouvé une information qui est quand même hyper intéressante, qu'on va partager avec vous, et qui peut expliquer son niveau de rareté, parce que là on est vraiment sur quelque chose d'introuvable, on va dire. Peu de gens peuvent l'avoir dans leur collection. Selon ceux qu'on connaît, nous, il y a 2 personnes qui l'auraient éventuellement, pour vous dire le niveau de rareté. Et c'est vrai que Toki, toi, les gift sets, c'est vraiment quelque chose que tu affectionnes. Et on peut voir derrière toi d'ailleurs que tu as alors c'est des repros que tu as fait toi, mais tu pourras nous en parler peut-être en fin d'émission. Voilà, la qualité, elle est ouf. Vous verrez, Toki vous livrera quelques-uns de ses petits secrets. Donc Toki, je te propose de démarrer. Alors vous avez la première photo à l'écran. Je te laisse dérouler le fil de l'histoire. Alors, dans tous les GIF sets maîtres de l'univers, on a ce qu'on appelle des 2-packs et on a ce qu'on appelle des 3-packs. Donc le 2-pack, c'est un pack avec 2 éléments à l'intérieur. Ça peut être alors ça peut être même 2 personnages, mais en général, c'est un personnage et une monture ou un personnage et un véhicule. Et on a en parallèle des 3-packs. Et les 3-packs, donc c'est 3 items à l'intérieur. Et là, en général, c'est que des personnages. Mais il existe un GIF set, donc le Battle for Eternia, où on se retrouve avec 2 figurines et une monture. C'est le seul qu'on connaisse sous cette configuration. Et au fil des années, on s'aperçoit que c'est... Alors, il y a 2 éditions différentes, et la première édition, on peut affirmer, je pense, que c'est le GIF set. Parmi ceux qui ont fait surface, je vais me réexprimer après par rapport à cette phrase, le plus rare. Voilà, c'est la première édition, donc on va développer après ce qu'il y a dedans. Alors un GIF set, on le rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce mot, parce qu'en France particulièrement, on n'en a pas eu. Alors il y en a eu fabriqué par Mattel France, on en a eu un peu fabriqué par Mattel France, mais pas forcément distribué sur le sol, et ça on en parlera un jour dans une autre vidéo. Donc dans les magasins, nous, les GIF sets, c'est quelque chose qui n'est pas commun du tout, et c'est pour ça que moi j'ai un attrait particulier quand je les ai découverts dans mes années de collectionneur adulte, parce que y a surtout des illustrations inédites. Quand on adore les illustrations des packaging, waouh, on a des illustrations faites pour les GIF sets en particulier. C'est pas des reprises de boîtes qui sont hop, on rajoute un personnage dedans et c'est plié. Non, il y a l'effort d'avoir refait des artworks à chaque fois. Et donc un GIF set, c'est un paquet qui contient plusieurs éléments qui normalement sont vendus séparément, massivement séparément. Et les GIF sets sont beaucoup plus limités et on peut considérer ça comme un peu un paquet cadeau. C'est le gift set. Peut-être plus vers les périodes de Noël où quand on ne sait pas quoi offrir à un enfant, on lui offre une boîte et il y a plusieurs choses dedans. Au lieu de les acheter séparément, on a un prix un peu avantageux en général, et on en trouve dans beaucoup de gammes. Les maîtres de l'univers, c'est pas exclusif à ce type de configuration. Et donc voilà, les gift sets, c'est des boîtes un peu particulières, plus ou moins limitées en quantité par rapport aux éditions des jouets vendus standard tout seuls. Et puis il y en a des bien plus rares que d'autres, et là on va tenter d'expliquer pourquoi le Battle for Eternia particulièrement, lui, il est rare, et il y a une raison à ça.
Donc on commence dedans, il y a le. Alors il y a 3 figurines, on, on va dire 3 jouets, pardon. Il y a le Skeletor, le Many-Face et Pantor. Et la première version de ce set, elle daterait de 1983. Par contre, très intéressant, alors c'est pas exclusif à ce set, mais on n'a pas d'advertising, on n'a pas de publicité d'époque qui promouvoit ce set. Ouais, on n'a rien trouvé. C'est-à-dire que, mais il y en a, en tout cas il y en a pas, il y en a sûrement, mais pas là où on cherche en général. Et dans les catalogues Mattel professionnels, ce qui était destiné donc aux détaillants, voilà, aux grossistes, il était évident qu'on devait promotionner les gift sets parce que c'était une option. N'importe qui pouvait acheter un gift set pour le mettre dans son magasin ou pour le distribuer. Or, ce gift set-là n'apparaît nulle part dans aucun catalogue professionnel de Mattel, à contrario de beaucoup d'autres. Et c'est là où il est, où il est un peu plus encore particulier. Et pendant longtemps, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Il n'y a pas de publicité nulle part. C'est-à-dire qu'il existe. Il y en a quelques-uns qui ont circulé, qui circulent. Mais pour autant, on ne comprend pas pourquoi lui, on le voit jamais sur un visuel quelconque, un catalogue, un JCPenney. Il est nulle part. Il est là, mais il est nulle part. Donc on essaye de comprendre. Et donc voilà. Donc, Oui, parce qu'effectivement, on a, pour vous expliquer, on a épluché les catalogues, hein, aussi bien JCPenney Oui. que Sears. Enfin, on s'est farci un peu tous les catalogues. Donc on a fait quoi en gros 83 à 84, 85, vous verrez après pourquoi. Et effectivement, il n'y a aucune trace de ce gift set. Et c'est quand même fou quand on voit donc un artwork dédié, un format qui est nouveau avec effectivement 2 personnages, une monture. Ça paraît incroyable quoi, qu'on ait aucune trace de tout ça, pour le moment du moins, quoi. Pour le moment, ouais. Et donc la configuration, voilà, on a le Skeletor de l'original à l'intérieur, donc on est sur l'année 83. Ce gift set-là, la particularité pour cette année-là, c'est qu'il contient quand même Pantor. Donc c'est la nouveauté, en fait, la grosse nouveauté de l'année, parce qu'on a Many-Face en début d'année. Et moi, ce gift set-là, je le situerai vers la fin d'année, vraiment pour Noël. Pour finir, Oui. tu m'avais aussi appris que dans ce pack, les armes de Many-Faces, c'est le Many Weapon, hein, on est d'accord, c'est les mêmes armes. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est quand même Donc surprenant. ça situe aussi l'année. Mais il y a justement des mystères autour de ce set-là, c'est que pour l'édition de 84, le artwork ne change pas. Des indications sur la boîte vont changer. Ça reste grosso modo la même boîte. Vous pourrez les comparer à l'écran. Par contre, c'est plus le Skeletor normal dedans, c'est le Battle Armor Skeletor. Le verso de la boîte change. Il y a un peu plus de figurines à l'arrière. La composition change un peu et on rajoute les illustrations qui expliquent le Battle Armor Skeletor. Ce qui est très étonnant, c'est que l'édition 84 contient encore, pour Many-Face, les fameux accessoires. On appelle donc le Many Weapon. C'est la première édition aux États-Unis qui est de 83. Et donc on peut s'interroger, mais pourquoi en fait en 84, il a toujours les accessoires alors que normalement ça devrait être en rupture de stock. Moi personnellement, les accessoires, le Many Weapon, je le vois sur l'année 83, mais pas réédité en 84 parce qu'après on passe sur l'édition standard qui n'a pas les armes en plus, bonus. Et là dans le gift set, il y a les armes bonus. Alors peut-être qu'à la base il y a une configuration qui fait qu'elles y sont, et sur la réédition, la configuration fait que ça doit rester tel quel. Donc peut-être qu'on a réédité finalement des armes en plus, juste pour ce pack-là en 84. Je l'expliquerai plus ou moins comme ça. C'est surprenant. Ou alors un surstock, je sais pas. C'est vrai que ouais, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est original. Et surtout le même artwork. C'est-à-dire que normalement, d'un gift set à un autre, par exemple, si on prend le Skeletor Screech qui est sorti en 83, sa réédition, c'est Battle Armor Skeletor Screech, mais on change le artwork. On le laisse pas tel quel, puisque c'est un nouveau Skeletor qui est dedans. Et celui-là, il bouge pas. Bon. Un deuxième mystère. Alors ça, on l'expliquera pas. Et donc voilà, grosso modo. Donc on peut noter aussi que le artwork, c'est William Garland qui l'a peint, parce qu'en général, c'est quelqu'un qu'on oublie, parce que pendant très longtemps, on ne connaissait simplement pas son nom. Du coup, on cite souvent, entre collectionneurs, Rudy Obrero ou William George. William George, les classiques. Mais il y a quand même lui qui a fait un bon paquet d'illustrations, dont la boîte de Pantor, le Battle for Eternia donc. On a la boîte de Stridor de mémoire, on a la boîte du Cauchemar. Fils de Stridor, du Cauchemar. Donc voilà, c'est pas rien. Effectivement. Ouais.
Et donc il y a cet artiste-là et le pourquoi on le cite moins que les autres, c'est que pendant très longtemps, on ne connaissait simplement pas son nom. C'est-à-dire qu'on avait retrouvé l'identité de Rudy Obrero, on avait, forcément William George parce que les signatures étaient assez simples à reconnaître sur les boîtes, mais lui il a pas laissé de signature. C'est-à-dire que pendant des années, c'était l'homme mystère en quelque sorte. Puis au fur et à mesure, ça y est, son nom est enfin sorti. Donc voilà, gloire à lui, parce que mine de rien, ses artworks sont aussi bons que les Ouais, autres, je pense. franchement, il Ils sont claque. très Ouais, je suis sauvages. d'accord avec toi. Nous, Ouais, c'est ce qu'on remarque, c'est le côté sauvage un peu ouais. de sa patte à lui, de sa touche. Et donc voilà, ce artwork, alors à savoir que Mattel l'a encore dans ses archives, c'est assez surprenant parce que il y a beaucoup d'artworks qui ont été faits, beaucoup de peintures qui ont été faites pour la gamme. Très peu sont encore chez Mattel et par chance, on va dire que celle-ci a été préservée, ils l'ont encore dans leurs locaux. Alors après voilà, pourquoi la rareté de ce gift set? En fait, on s'aperçoit au peu de nombre d'exemplaires qui sont sortis, c'est-à-dire que la version 1, pour les gift sets qu'on fait surface sur internet, soit à la vente, soit des collectionneurs qui ont montré qu'ils en avaient un, on les compte, allez, il y en a 3 ou 4. Pour la première version, c'est très très peu. Et pour la version suivante, avec le Battle Armor Skeletor, il y en a à peu près une dizaine de connus. Après, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas plein d'autres de gens qui ne se sont jamais manifestés, hein. On revient toujours dans le réel, là je parle juste de ce qu'a fait Surface. Donc c'est très très peu par rapport à d'autres gift sets où on peut les compter peut-être par centaines de tout ce qu'a fait Surface. Donc là, ça vous donne un peu l'ordre de la rareté du truc. Et le pourquoi, ça serait que, en fait, ça serait une exclusivité d'un magasin aux États-Unis. À chaque gift set retrouvé, on retrouve la même étiquette de magasin. Donc des collectionneurs à l'époque ont commencé à se dire, mais est-ce que ce serait pas en fait une exclusivité? Et là, ça pourrait expliquer le fait que ça soit pas dans les catalogues professionnels de Mattel, par exemple. Parce que si c'est une commande particulière pour une chaîne de magasins, ça sera pas proposé à d'autres personnes, donc on va pas mettre la Exactement. Ouais. référence, on va pas mettre la publicité dans un catalogue pro destiné à la masse des magasins. Et le magasin, ça serait Otasco. Et là, je te laisse un peu en parler, t'en parleras mieux que moi. Donc alors, vous l'avez donc en gros plan sur l'étiquette. Donc c'est important, c'est ça l'info qu'on vous livre, qui est pas, il y a peu de gens qui connaissent ça. Effectivement, par recoupement, il semblerait que ce soit un store exclusif. Donc Otasco, on a fouillé un petit peu. Donc Otasco, c'est une chaîne de magasins donc qui vient de l'Oklahoma. Alors pour la petite histoire, Otasco signifie donc Oklahoma Tire and Supply Company. Donc c'est pas du tout un magasin de jouets, c'est vraiment à la base une boutique, enfin une grosse boutique qui se sont développées, qui vendait des pièces pour les véhicules automobiles, et qui s'est diversifiée avec le temps, les affaires prospérant, comme on dit. Donc c'était très rapidement donc, fondé par 3 frères immigrants juifs lituaniens en 1918. C'est une chaîne qui à un moment comptait donc 455 magasins dans 12 États. Donc c'est pour vous donner une petite idée. Donc vous avez un visuel à l'écran des boutiques à l'époque. 12 États, c'est pas. Donc il y a 50 États aux États-Unis. 12 États, c'est très peu. Donc ça peut expliquer la rareté. Et effectivement, c'est pas présent dans les catalogues retailers. On n'a aucune trace de ça nulle part. Mais voilà, on a cette étiquette Otasco et il semble, on peut pas l'affirmer avec certitude, mais honnêtement, le faisceau de preuves est assez probant sur le fait que cette chaîne uniquement a eu accès à ce stock. Pour rebondir tout à l'heure justement sur les catalogues, nous on partage tout. Si quelqu'un arrive à retrouver un catalogue de la période de Noël, donc justement il faut taper dans les années 83, 84, même peut-être 85, catalogue spécial Otasco, parce que donc c'est un magasin, je vous mettrai une petite incrustation à l'écran, mais regardez un petit peu le type de magazine qu'ils proposent, de jouets, c'est extrêmement fourni, il y a toutes les gammes, on a vraiment... les gars, ils faisaient un carton, hein, donc ils devaient vendre à fond. Donc ils ont forcément eu, eux, un catalogue en interne. Tout à l'heure, on vous parlait de JCPenney ou de Sears, voilà, ces grosses boutiques. Otasco également avait sûrement un catalogue de cette époque, puisqu'on ne l'a pas retrouvé. Si l'un d'entre vous arrive à remettre la main dessus, voilà, on sera ravis de partager ça, puisqu'il est à peu près certain que ce set est promu dans le catalogue de cette marque de grande chaîne de distribution. C'est pas possible autrement, quoi. Effectivement, regardez ce qu'on a réussi à trouver. Donc les fameuses promotions donc, de catalogue Otasco, 83, 84, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est des documents dont on n'avait pas connaissance, même sur des sites très pointus. Donc cette fois-ci, on peut vraiment valider donc, l'affiliation entre cette chaîne de magasins et ce set en particulier. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc l'année 83, vous avez 2 documents.
donc qui ont été colorisés. Ils étaient en noir et blanc sur la source qu'on a eue. Voilà, en couleur, c'est encore mieux. Alors c'est marrant, il y a juste une petite différence de prix. C'était marqué sur l'étiquette qu'on a vue avant. 14,99, c'est 14,88 la promotion. Donc il y a une petite entourloupe. Mais c'est marqué noir sur blanc. Voilà, on vous laisse regarder ça. Only at Otasco. C'est prouvé. On avait effectivement la bonne intuition et on peut lier ce set de façon définitive à la chaîne de magasins Otasco. Voilà, donc tous les ingrédients pour un gift set qui est légendaire, hein, de par la qualité de l'artwork, la composition de la boîte, c'est pareil. Les couleurs aussi sont vraiment très très sympas, ça matche bien, ils ont fait ça vraiment, vraiment proprement. Et on voit donc Tucky que tu en as derrière toi, et on a compris que c'était, on l'a dit tout à l'heure, donc des repros à toi, donc tu nous as gentiment partagé, donc vous les avez à l'écran, le travail que tu as fait. On a même donc une petite donnée technique, donc on a la boîte, elle a vu éclater. Et donc, tu avais corrigé notamment un de tes... comment tu appelles ça, l'insert, le carton d'insert, c'est ça? Alors, c'était juste pour donner un peu la technicité, la complexité, des fois, de faire même une boîte. Ça permet de rebondir, c'est pour ça qu'on vous montre ça. C'est pas pour vous dire je l'ai fait et c'est génial. C'est juste que quand j'ai voulu faire mes repros en Chine, alors moi je suis passé par la Chine, parce que c'était moins coûteux évidemment que si je le faisais en France à l'époque. Alors je l'ai fait il y a un bon moment, hein. Ce qu'on vous sort là, c'est des archives entre guillemets. Donc moi je rêvais de certains gift sets, mais clairement je n'avais Ça pas les date, hein. finances pour y accéder. Parce que le gift set dont on vous parle, c'est des milliers de dollars, vous le savez. Il y en a un qui est passé il n'y a pas longtemps en vente, en enchère. C'était la version 2 avec le Battle Armor Skeletor. Je pense que ça a fait du bruit un peu partout parce qu'il a fini à 20 000 dollars et quelques, sans compter les frais du commissaire-priseur. Donc là, on est sur des dizaines de milliers de dollars, et même déjà à l'époque, déjà il y en avait, ça circulait pas. Et quand il y en avait un qui circulait, c'était des prix astronomiques. Donc pour quelqu'un qui a envie de se faire un full set ou qui kiffe les gift sets ou quoi, à un moment donné, bah, t'en viens un peu à un compromis de te dire, bon, à part le custom, qu'est-ce qui me reste comme C'est solution? mort. Et moi, mon objectif, c'était aussi de me dire, tiens, bah, moi, j'en voudrais un, je peux en faire plusieurs. D'une part, je me rentabilise la production, parce que c'est un peu cher, mais d'autre part, je peux aussi combler certaines collections qui ont la même idée que moi. C'est-à-dire que, bon, bah, quitte à pas avoir un vrai, parce que c'est inaccessible, ou vraiment on a un coup de chance, ou voilà, parce que ça arrive d'avoir un coup de chance et d'en trouver un peut-être pas cher un jour, personne l'a vu, et le vendeur ne connaît pas le prix, on sait jamais, mais au-delà de ça, si tu veux en voir un sur ton mur, des fois, t'as pas le choix. T'as pas le choix que de la repro, en fait, tout simplement. Et pendant cette élaboration de la boîte, alors moi, à savoir, je l'avais pas entre les mains. Donc moi, ma technique, c'était des fois de comparer des photos et de le refaire à l'œil nu sur Photoshop. Donc j'avais les dimensions. Quelqu'un m'avait donné les dimensions du packaging. Et puis après, bon, on se débrouille. Et l'insert, notamment, j'avais des photos de l'insert d'une boîte ouverte à l'époque, qui avait surgi sur eBay, je crois. Mais les cotations, faut le faire à vue d'œil. Et en fait, la première cote que j'avais fait, donc c'est l'image du dessus, elle était pas très bonne. Donc il a fallu refaire les cotes d'en dessous. Et c'est là où je vais en venir, c'est que quand Mattel y bossait à l'époque, on sait que les prototypes, les moules, les couleurs, tout ce qui est usiné en termes de jouets, c'est complexe. Mais en vérité, les packaging aussi. Parce que chaque millimètre compte. Si vous mettez 1 millimètre de trop, ça rentre pas dans la boîte. Si vous mettez 1 millimètre de trop, ça peut déchirer la boîte quand elle se plie. Ça peut la gondoler. Suivant le poids du jouet à l'intérieur, le carton sera plus ou moins fin, plus ou moins épais. C'est pour ça que vous avez des boîtes qui sont beaucoup plus épaisses que d'autres en général, c'est que le jouet est plus lourd. Donc quand on va le balader, on va le mettre en rayon, on va le mettre sur un bateau pour qu'il arrive dans les magasins, forcément, il faut que ça soit assez résistant, il faut que ça soit une juste mesure. Donc il y a même un calcul qui est fait entre le poids du jouet, la contenance, est-ce qu'il est bien calé à l'intérieur, il faut aussi qu'il soit bien accroché, ça vous savez, et la densité du carton ou l'élaboration même du packaging. Et là, c'est une petite démonstration qu'effectivement, quand on se trompe, on doit refaire toutes les cotes. Mais ça ne concerne pas juste le jouet, ça concerne aussi l'emballage. C'est-à-dire chaque détail est compliqué, chaque détail est un petit truc complexe à régler. Et là, bah, vous avez sur l'écran, oui, une petite correction d'insert. Bon, après là, on était bon. Une fois que celui-là était sorti, il était bon. Alors, il n'est pas identique tout à fait à l'original, mais c'est pareil, quand on fait de la repro, on essaye de faire au mieux. Mais c'était pour vous montrer un peu l'envers d'un décor. Alors, c'est pas Mattel. Mattel, il a d'autres... il fait autrement. Surtout qu'aujourd'hui, on a les ordinateurs. Mais à l'époque, voilà, chaque détail, chaque centimètre, il fallait être derrière jusqu'au résultat
qui convenait et on Bien pouvait s'y sûr, reprendre ouais. plusieurs fois, hein. Moi, je précise juste parce que voilà, c'est pas toi qui le diras, mais à l'époque, tu étais un des seuls à faire ce travail. Maintenant, là, tu étais suivi par, on va dire, tu as fait des petits, entre guillemets, mais moi, je vais aussi rendre cet hommage. Voilà, on va pas en parler pendant 3 Ouais, heures c'est parce que gentil. je sais que c'est pas ton style. Non, non, mais Ouais. voilà, t'étais, avant même que je te connaisse, je te suivais pour ça. Tu avais, par exemple, eu l'original du Wind Raider, le coffret Iman Wind Raider en couleur originale. Tu avais pu proposer ça à la vente. Enfin, à la vente, il faut savoir que ça t'a coûté quand même. Enfin, voilà, tu mettais quand même pas mal d'argent parce que tu faisais fabriquer ça. Il fallait rentrer dans tes frais. Mais voilà, la démarche, juste clin d'œil. Et je trouve ça génial. Donc, je te le dis, voilà, je ne veux pas te féliciter. Enfin, tu prends ça comme tu veux. Mais voilà, je trouve vraiment bravo. En France, tu étais le seul à faire ça. Ouais, regardez le résultat. Je trouve vraiment nickel, quoi. Bah, en fait, ouais, déjà, je te remercie. Bah, pour expliquer l'histoire, en fait, j'étais le premier à le faire ça mondialement. Donc aujourd'hui, il y en a d'autres qui le font et je suis content de voir le résultat. Et l'autre jour, je t'ai même partagé un vendeur Ouais, Vinted exact. parce que je trouvais Ouais, ouais, qu'il lui, il m'a bluffé, hein. ouais, c'est Il y a vrai. des gens maintenant qui se donnent les possibilités d'y arriver. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je suis parti d'un truc tout bête. J'avais une boîte devant moi d'un Battle 4, je crois, qui était abîmée. J'avais une imprimante à côté, et vu que je touche un peu à Photoshop, parce que moi j'ai fait une école de publicité, je m'étais amusé à faire une boîte avec un dessin de Arl Norem, où tu vois Musclor qui se transforme en prince Adam, et j'avais mis les deux dans la boîte, et pour rigoler, j'avais mis ça sur iman.org. Le problème, c'est que tout le monde est tombé dedans. Il y en a qui me disent, c'est quoi ce truc de ouf, tu sors ça d'où? Mais personne n'a pensé que c'était un custom, parce que c'était une époque, on devait être en 2004, où les gens, il y avait déjà des reproductions de blister Star Wars. Star Wars, c'était commun. G.I. Joe, je crois, je suis même pas sûr. Mais là, vu que c'est des formats plus grands, des boîtes, autant une boîte carrée, oui, une boîte remplie, une boîte pleine, pardon. Mais autant une boîte fenêtre, vu la largeur du pack, c'est plus compliqué parce que quand Ah, vous bien sûr. imprimez chez vous, c'est un format A4. Ah, Si le gift set il fait 40 cm de long, bah là, vous allez devoir découper, ça va pas faire très beau. Et puis au fur et à mesure, on voit que les gens y croient, et puis on se dit, mais merde, en fait, je peux très bien recréer des choses. et pour revenir donc sur ce Battle for Eternia, pour boucler la boucle, Ouais, finalement donc le nom avait été déposé pour ce set et il était réutilisé pour un jeu. Donc, vous avez le jeu en question à l'écran. Donc c'était un jeu de plateau, si je dis pas de bêtises, avec des ouais. dés. Alors j'ai pas toute la mécanique. Simplement pour moi, je te l'ai dit quand on a préparé l'émission, l'illustration de cette boîte, je la trouve terrible. C'est une de mes préférées. T'as un équilibre et un réalisme parce que les garçons qui jouent, c'est limite à une photo, quoi, tu vois. Et à côté, t'as Musclor et Skeletor Battle Armor, magnifique. C'est William George. Ah là là, mon préféré, bah, tu vois. Là, on est en Oh, cette boîte, elle sort en 86, le artwork peut-être a été fait en 85 et donc effectivement, oui, c'est le recyclage aussi du nom et c'est ça qui est marrant avec Mattel, encore une fois, c'est qu'on sait qu'ils recyclent beaucoup, mais jusqu'à recycler des noms et jusqu'à recycler des numéros de série, encore une fois. Quand vous avez un serial number d'un jouet, vous pouvez le taper sur Google, il arrive à travers les années que ce voilà. même numéro de série soit Voilà. réutilisé lui à Voilà, son c'est tour. ça. Pour d'autres références. Ouais. Et en même temps, le nom, il est vraiment stylé, hein, Battle for Eternia. Voilà, Ouais. c'est classe, hein, puis ça veut tout dire. Donc bah voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce gift set. Donc il y aura d'autres. C'est le début d'une série de gift sets. Donc si vous avez des gift Oui. sets que vous voulez voir en priorité, n'hésitez pas dans les commentaires. Quand vous mettez votre petit pouce bleu, voilà, vous pouvez nous laisser ça. On lit tout et voilà, ça peut nous inspirer fortement. Ça et donc Toki, avant de se quitter, on peut teaser peut-être sur l'émission qui viendra après. On a Iman et le Jet Sled qui est un coffret hyper sympa, voilà, sur lequel on est en train de bosser. Je pense que Ouais. rapidement, allez, dans les semaines qui viennent, vous pourrez avoir une émission là-dessus qui est pareil sympa avec, encore une fois, normalement, quelques infos inédites que peu doivent connaître, à mon avis, quoi. C'est ça, parce que ces gift sets-là, en fait, alors le prochain, Iman Jet Sled, pour ceux qui connaissent, c'est pareil, c'est une rareté absolue, c'est des chiffres inatteignables. Très peu de gens peuvent se permettre ce genre d'achat. Et même si on a l'argent, faut-il encore en trouver un? Souvent, c'est le problème dans une collection. Et du coup, on n'a pas matière à pouvoir les observer correctement. Si on peut pas les avoir en main, on n'a que quelques photos qui circulent pour le peu qui ressort à la vente au fil du temps. Des fois, ça nous permet pas de voir correctement les choses. Et, euh, et puis aussi une photo sur un catalogue, voilà, des éléments à gauche à droite qui font qu'on a du mal à comprendre. Et aussi pourquoi la rareté. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce gift set-là. Il y aura moins de choses à dire sur d'autres gift sets aussi, hein. Il y a des gift sets, bon, bah voilà, par le fait qu'ils soient sortis massivement, ils sont pas, il n'y a rien
de pertinent, je veux dire, à découvrir. Mais sur le Iman Jet Set, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. N'en dis pas plus, Soki. Ça marche. Bon, en tout cas, c'était une bonne émission. Je suis content, comme d'habitude. Ça fait plaisir de pouvoir discuter de cette gamme qu'on aime tant. Toki, je te dis à très bientôt. Ça marche. Merci à tous. Allez, à À plus. bientôt. Sakalania.